La série luxembourgeoise Capitani a fait un buzz l'an passé sur Netflix. La saison 2 est diffusée depuis lundi sur RTL Luxembourg. Avec nous dans notre studio Thierry Faber, le créateur de la série. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez déjà des premiers retours de cette saison 2? On a des retours un peu timides pour le moment sur les réseaux sociaux, ou alors via des canaux privés ou familiaux. Mais comme on ne mesure pas vraiment le nombre de spectateurs au Luxembourg, tout ça c'est toujours un peu compliqué. Je pense qu'on en saura plus dans une grosse semaine. Les premiers retours que j'ai eu moi à un niveau privé sont plutôt bons. Il faut que les gens s'habituent au nouvel univers, puisque elle est très différente cette deuxième saison. Alors, parce que le bilan, pour y revenir, de la saison 1, ça aussi, vous ne le saviez pas dès le début, ça avait commencé, voilà, et les chiffres étaient vraiment excellents, Thierry. Oui, oui, que ce soit nous ou RTL, on a tous été vraiment dépassés par ça. RTL compte en moyenne une centaine de milliers de spectateurs qui regardent la chaîne en direct tous les jours, et se sont rajoutés à ça une centaine de milliers de personnes qui regardaient en ligne. Donc, on peut estimer que chaque épisode a été vu par largement plus de 100 000 personnes, ce qui au Luxembourg est énorme, quoi. Sans compter encore les retours de Netflix. Et en Belgique, on peut espérer une diffusion quand? Parce que vous avez été quand même bien suivi en Belgique aussi. Nous, on doit attendre, on est à quelques centaines de mètres de la frontière, on doit attendre combien de temps? Oui, malheureusement, cette fois-ci, Netflix a pu imposer que la géolocalisation sévère réservée au Luxembourg. Donc, il faut que vous attendiez, je dirais, cet été, quelque part par là, que ça passe sur Netflix, quoi. Alors, quand vous aviez rédigé, Thierry, l'histoire de Capitani, vous aviez prévu un one-shot. L'idée d'une saison 2 ne vous avait même pas effleuré? Non, non, non. Aujourd'hui, tout ça, ça paraît un peu bizarre, mais il faut quand même voir d'où on vient. Il y a 5 ans, on était totalement pionniers dans l'écriture et la production d'une série dramatique d'une telle envergure. Et nous, ce qu'on voulait, c'est faire du mieux possible et faire un truc qui ne s'écroule pas, quoi, qui se casse pas la gueule et qui puisse intéresser vaguement quelqu'un, je dirais. Enfin, si on avait eu 30 000 ou 40 000 spectateurs par semaine, on aurait déjà été très très heureux. Donc voilà, donc on leur avait proposé ça, une série ficelée, 12 épisodes, finie. On va pas venir se présenter tout de suite en disant oui, après on va vous faire une saison 2, une saison 3, alors qu'on n'a encore rien prouvé, quoi. Donc c'est vraiment seulement une fois qu'on a vu que on allait réussir quelque chose qui tenait la route. Les premiers chiffres de RTL nous ont donné raison, et c'est là comme ça que peu à peu l'idée a germé, si on veut, d'une deuxième saison. Alors, même si les informations tombent au compte-gouttes avec Netflix, et finalement, vous étiez content avec 30 000 personnes, et finalement, c'est des millions de personnes qui ont regardé votre série. Probablement, effectivement, je connais pas les chiffres exacts, mais je pense qu'ils ont dû avoir plusieurs millions de. Pour être numéro 1, 2, 3 dans autant de pays, et certains grands pays comme l'Argentine ou le Brésil ou la France, forcément, je pense qu'il doit y avoir plusieurs millions de spectateurs. Oui. La première saison devait être la dernière. À la fin, la carrière de flic de l'acteur principal, Luke Shields, devait être terminée. Alors, comment on redémarre une deuxième saison? Quelles options se présentaient à vous? Comment dire, on n'a pas voulu faire un coup de théâtre totalement irréaliste ou farfelu pour faire revenir le héros. Donc, on accepte le fait que il va être puni, qu'il va aller en prison, et on se situe dans quelques années après. Parce qu'il faut rappeler qu'à la fin de la saison 1, Oui, on découvre qu'il a tué il y a très longtemps quelqu'un. exactement. Et que c'est un meurtre qu'il a peut-être commis en légitime défense, on ne le sait pas encore, mais que c'est un poids qu'il porte avec lui depuis 10-12 ans, et qu'à la fin du compte, il est plutôt soulagé de pouvoir enfin révéler ça. Et on sent chez ce personnage un besoin de punition, de rédemption. Et donc, maintenant on se situe 3-4 ans après, on est véritablement 3-4 ans après, et on retrouve le personnage pas en prison, et on se demande, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas en prison? Il n'est pas non plus policier, donc on se donne 1 ou 2 épisodes pour un peu voir qui il est et qu'est-ce qu'il fait maintenant, mais enfin,
on comprend assez vite que c'est quand même de nouveau un policier, enfin pas un policier, mais en tout cas quelqu'un qui est officiellement chargé de résoudre des affaires. Pour ce qui est de Et l'histoire, c'est clair qu'on se situe dans un univers maintenant complètement nouveau. On a complètement déplacé le personnage à Luxembourgville. oui, parce que vous étiez dans un village beaucoup plus rural, on va dire, dans le fin fond du Luxembourg. Donc vous avez déplacé l'intrigue à Luxembourgville. Vous avez souhaité donner un tout autre ton à cette deuxième saison. Oui, on s'est dit, pour moi, l'histoire de la saison 1 était finie. Je ne me voyais pas artificiellement tirer en longueur l'histoire du village de Manscheid. Si j'avais su dès le début qu'on allait faire une deuxième saison, c'est ce que j'aurais fait. Mais là, pour moi, tout est raconté. Donc on s'est dit, voilà, montrons encore une autre facette de Luxembourg, quoi. Et maintenant qu'on a montré que Luxembourg est un vrai pays avec des vrais villages et des forêts, bah, allons maintenant à Luxembourgville et allons dans le quartier où ça se passe, entre guillemets, c'est-à-dire où la vie de nuit et la vie nocturne et la vie de la drogue et de la prostitution se jouent. Donc de ce côté-là, c'est un peu plus classique comme approche. Mais je crois que c'est quand même intéressant, là aussi de nouveau, surtout s'il y a des gens qui regardent de l'étranger, ou des luxembourgeois qui mettent jamais un pied à la gare, il y en a beaucoup, de leur montrer de façon assez réaliste le fonctionnement du quartier. Justement, vous parlez de réalisme. Vous avez décrit le monde de la mafia à Luxembourgville, une certaine mafia avec réalisme. Vous vous êtes documenté beaucoup? Oui, oui, je me suis quand même renseigné auprès bon, pour faire simple, de la police. Bon, il y a plusieurs départements de la police, j'ai parlé à plusieurs personnes, mais pour voir voilà, quelle est la situation, d'où ça vient, comment ça peut évoluer, quelles sont historiquement les différentes mafias qui se sont succédées. Alors, évidemment, il y a des malfrats et des criminels luxembourgeois, mais il n'y a pas vraiment de mafia luxembourgeoise. Donc il y a des coopérations entre des gangsters luxembourgeois et des mafias, mais les mafias viennent souvent, sont souvent étrangères. Enfin, c'est des mafias classiques, hein, italiennes, françaises ou certaines africaines ou albanaises. Voilà, c'est un peu dans tous les pays d'Europe, c'est un peu les mêmes truands qu'on retrouve toujours et on les retrouve aussi au Luxembourg.